Chaîne, on se reprend pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo un peu spéciale aujourd'hui parce que comme vous le savez, certes c'est une chaîne de vulgarisation scientifique, mais également on apprécie bien la littérature. Et ces derniers temps, je me suis trouvé une nouvelle lubie, ce sont les audiobooks. Alors j'aime bien écouter des livres quand vraiment je ne trouve pas le temps de m'asseoir et de les tenir en main pour les lire. Donc on va commencer, on va faire ce premier essai avec ce recueil de nouvelles. Il est constitué en fait de 10 nouvelles et un roman. C'est un recueil de Maurice Leblanc. Voilà, je vais vous faire la lecture de la première nouvelle qui s'intitule L'école du mensonge. Le recueil en lui-même s'intitule La robe d'écaille rose. Les 9 autres et le roman vont être lus dans les prochaines vidéos. Allez, on démarre. L'école du mensonge. Maurice Leblanc. Édition Pierre Lafitte, Paris 1935. L'école du mensonge. Diane ouvrit le petit bureau à cylindre dont la clé ne la quittait point. Sortit de l'un des tiroirs le registre auquel chaque jour elle confiait ses pensées secrètes et se mit à écrire. C'était aujourd'hui la fête de mon mari, sa fête, c'est-à-dire une occasion pour lui de m'offrir un cadeau. Il n'y a pas manqué, cher Ludovic. Est-ce qu'il oublie jamais quand il s'agit de contenter un de mes caprices? Et voilà 5 années que cela dure. Il me semble qu'il m'aime comme au temps de mes fiançailles. Moi, je l'aime davantage, si c'est possible. Soudain, elle s'arrêta, les yeux fixes. Il y avait là sur la tablette où elle écrivait, par conséquent, dans l'intérieur même de son bureau, un gant de Suède gris, pareil à ce que portait son mari. Elle le prit, l'examina. Le doute n'était pas possible. Ayant réfléchi quelques minutes, elle passa dans la pièce voisine. C'était la pièce à coucher. Ludovic dormait. Sans bruit, elle se saisit des clés qu'il avait déposées sur la cheminée et revint à son boudoir. L'une d'elles, qu'il désignait comme la clé de sa bibliothèque, ouvrait le petit bureau à cylindre. Ainsi donc, Ludovic connaissait l'existence de son journal et suivait au jour le jour l'histoire de ses pensées intimes et les rêves où s'amusait parfois son imagination. Elle rougit, comme une femme surprise tout à coup, sans voile, en pleine lumière. Et que ce fût son mari qui viola ainsi le secret de son âme, elle n'en éprouvait pas moins une impression de honte et de révolte. Tout de suite, elle feuilleta les pages avec la peur inconsciente d'y trouver tel aveu qui pût être mal interprété. Mais en voyant couler sous ses yeux l'eau calme de sa vie, elle sourit elle-même de sa candeur. Aux époques les plus inquiètes dont elle se souvint, c'était dans la sérénité inaltérable de son moment, de si menues faiblesses, des coquetteries d'un soir, le trouble involontaire que cause l'hommage trop ardent d'un homme ou l'effleurement trop rapide d'une tentation aussitôt chassée. De ces rêves enfin qui frôlent l'âme des plus aimantes sans en tenir un instant la pureté. Elle eut beaucoup de joie à se contempler ainsi, comme dans un miroir fidèle, et sans plus de rancune. Elle fut également heureuse que Ludovic la connût sous ce bel aspect de constance et de dévouement. Elle était tout cela, honnête, simple, loyale, scrupuleuse, et il le savait, non pas seulement par l'idée qu'il avait pu prendre de sa femme, mais par le témoignage irrécusable d'une âme qui se révélait à elle-même, ses petites défaillances et ses distractions ingénues. De ce jour, elle fut plus douce encore et plus tendre avec lui. Quand leurs yeux se mêlaient, il lui semblait que le regard de Ludovic la pénétrait jusqu'au fond de son être et considérait des spectacles qu'elle ignorait elle-même, mais qui le ravissaient lui, tout un royaume où il rencontrait partout son image souveraine. Peut-être écrivait-elle moins souvent, mais chaque fois c'était avec une sorte d'ivresse. Regarde-moi, Ludovic, voilà comment mon âme est faite. État délicieux de limpidité, de transparence, de fluidité. Dans les ménages les plus unis, il y a des instants de désaccord
où les meilleurs se portent des coups douloureux. Quel remède pour les blessures secrètes qu'une confession immédiate, écrite par l'un, lue aussitôt par l'autre. Diane atténuait l'incident, n'éprouvait pas d'amour propre à se donner plus de tort qu'elle ne croyait en avoir, et Ludovic attendrit, demandait pardon des siens. Elle en arriva par là même, conséquence inévitable à certaines altérations de la vérité, soit en s'accusant trop sévèrement, soit au contraire, on n'est pas parfait, en passant sous silence telle petite chose qui lui eût été par trop défavorable. Avant tout, n'est-ce pas, il fallait plaire à Ludovic et lui plaire sans restriction, plus qu'il n'eût osé l'espérer jamais. Œuvre facile, elle n'avait qu'à devenir, même pas à paraître devenir, celle qu'il souhaitait qu'elle fût. Rigoureusement, fatalement, elle le devint, sur son journal. Quand elle savait que les idées un peu émancipées de son amie Clotilde exaspéraient Ludovic, pouvait-elle faire moins, quoique les partageant, que d'écrire? En somme, les idées de Clotilde sont bien choquantes, je commence à en revenir. En face de son mari, elle les eut bravement défendues, mais là sur cette page blanche. Et Ludovic semblait si touché des concessions qu'elle lui faisait. N'était-il point tentant d'en faire d'autres, ou bien de s'accorder, toujours pour lui plaire, telle qualité dont il déplorait l'absence. Ainsi il la désirait moins originale dans ses toilettes. Quoi de plus simple, elle écrivait. Il avait raison, je suis un peu excentrique, je vais reformer cela. Bien entendu, elle ne reformait rien, mais Ludovic, le croyant, jugeait sa mise plus réservée et s'en applaudissait. Et tout doucement, le plus innocemment du monde, il advint qu'elle composa pour son cher mari une Diane absolument factice, parée de vertus qu'elle savait ne pas avoir et allégée de tous les travers qu'elle se connaissait. Pas une seconde, elle ne se douta du petit travail de réflexion auquel elle s'abandonnait. C'était une suite de menus mensonges, tous accomplis par amour et pour le plus grand bien de Ludovic. Et en somme, réduit à ses ruses, le mal eût été fort bénin. Mais Diane, amenée à travestir sa pensée, ne devait-elle point l'être à dénaturer certains actes de sa conduite? Un jour, ayant rencontré Clotilde, avec qui définitivement son mari l'avait priée de rompre, elle accepta une promenade au bois, puis une tasse de thé au pavillon japonais. Escapade anodine et qui n'émut pas sa conscience. Cependant, le soir, quand elle s'assit en face de son cahier, ce fut pour ainsi dire sa plume elle-même qui refusa de noter une telle infraction aux ordres du maître. Non, ce n'était pas possible. Jeanne parla du bois, de la tasse de thé, mais de Clotilde, point. Et n'ayant pas parlé de Clotilde sur son journal, elle dut répondre le lendemain à Ludovic qui l'interrogeait au sujet de son amie. Clotilde, je ne l'ai pas revue. Plusieurs jours après, elle alla chez elle. Leur amitié se fortifia. Clotilde, qui avait beaucoup d'influence sur Diane, la décida à venir également à son jour de réception. Diane y connut des dames dont les époux voyageaient et des messieurs qui la trouvèrent charmante et le lui dirent. Indignée de leurs propos, elle les rudoya. Elle aimait tant son Ludovic. Elle l'aimait surtout beaucoup trop pour consigner dans son livre un tas d'histoires insignifiantes qui n'eussent point manqué de le peiner. Les hommes sont si étranges. Ainsi donc, logiquement, par une pente insensible et naturelle, cette très honnête femme, amoureuse de son mari, avait été conduite à des actes que son caractère et son amour lui eussent sans doute interdits à jamais. De ces actes, la responsabilité absolue en revenait à Ludovic. Il était le vrai coupable, en violant la conscience de Diane. Il l'avait contrainte au mensonge. Il n'est pas d'être au monde, si loyal, si pur qu'il soit, qui puisse agir normalement sous les yeux d'un autre. Sincère au début, malgré lui, il déviera, il usera de biais, d'artifices, il jouera de sa sincérité. C'est qu'il y a des choses, des idées dont nous ne devons compte à personne et que nous n'avons le droit de tenir dans l'ombre. Dans cette partie de nous-mêmes qui est à nous seuls, comme un sanctuaire impénétrable.
Lorsque cela ne nous est pas possible, lorsqu'il nous faut, comme Diane montrer à nu notre âme secrète, nous nous efforçons instinctivement de n'en montrer qu'une image infidèle. Obligée de se découvrir, Diane s'était fardée et rendue méconnaissable, et de la sorte, instruite au mensonge, elle avait glissé à de plus graves fautes. Des mois, des années s'écoulèrent, elle résista vaillamment à l'esprit du mal. Souvent, elle s'assit devant son bureau, décidée à tout écrire enfin sur le livre néfaste dont elle savait maintenant le rôle dangereux. Mais il était trop tard. Le livre était devenu son complice. Un soir, Ludovic il lut ces lignes. J'en ai vu des très occupés. Courses, visites. Comme je me suis ennuyée, j'ai été sur le point d'aller au cercle et de demander Ludovic. Nous aurions fait un tour ensemble, je crains de lui être importune. Chère Diane, murmura-t-il, toujours la même affectueuse, aimante. Ce soir-là, Diane revenait d'un rendez-vous. Voilà, si vous voulez retrouver ce livre ou le recueil de nouvelles, vous pouvez le retrouver sur Wikisource ou moi-même je l'ai obtenu. Sinon, on se donne rendez-vous demain pour la suite, pour la deuxième nouvelle du recueil. Et je vous dis du coup à demain. J'espère que vous avez apprécié la lecture. À demain pour une nouvelle vidéo. Tchuss!